Le soleil du lundi matin filtrait à travers la fenêtre de la cuisine, tandis que Matt Caldwell versait du café dans son thermos. Son fils, Billy, était assis à la table, remuant ses céréales dans son bol sans presque rien manger. Le garçon était resté silencieux ces dernières semaines, replié sur lui-même d'une manière qui serrait la poitrine de Matt d'inquiétude. « Pas faim, mon grand ?» demanda Matt, en gardant un ton léger. Billy leva les yeux, ses grands yeux bruns que Matt voyait chaque matin dans le miroir, et secoua la tête. À 7 ans, Billy avait toujours été énergique. Bavard, le genre d'enfant qui posait 1000 questions avant le petit déjeuner, mais dernièrement, quelque chose avait changé. La femme de Matt, Hazel, sortit de la chambre, déjà vêtue de son blazer d'agent immobilier, le téléphone collé à l'oreille. Elle prenait plus de rendez-vous en soirée ces temps-ci, laissant Matt s'occuper des routines du coucher les soirs où il n'était pas en déplacement pour le travail. En tant qu'ingénieur civil supervisant des projets de construction de ponts dans 3 États, l'emploi du temps de Matt le faisait voyager au moins 2 fois par mois. « Tu pars demain ?» demanda Hazel en lui jetant à peine un regard, tout en attrapant son sac. « À Cleveland ? Je reviens vendredi. » Matt observa son visage, cherchant quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Ils étaient si mariés depuis 9 ans, ensemble depuis 11, et quelque part au cours de la dernière année, elle était devenue une étrangère. Plus de baisers matinaux prolongés, plus de conversations tardives, juste des emplois du temps, de la logistique et le fonctionnement mécanique d'un foyer. Bradford pourrait passer cette semaine, dit Hazel avec désinvolture, en vérifiant son rouge à lèvres dans le miroir du couloir. Il veut emprunter notre échelle. Bradford Duffy, le frère cadet de Hazel, avait 32 ans, et était perpétuellement entre 2 emplois. Il squattait chez leur mère depuis l'effondrement de sa dernière entreprise, ce qui semblait arriver tous les 6 mois comme un mécanisme d'horlogerie. Matt n'avait jamais apprécié Bradford. Quelque chose dans son sourire trop rapide, dans la façon dont ses yeux s'attardaient sur les gens un instant de trop. « Bien sûr », répondit Matt, en voyant les épaules de Billy se crisper à la mention du nom de son oncle après le départ de Hazel. Matt s'agenouilla près de la chaise de son fils. « Hé, Billy, tu sais que tu peux me dire n'importe quoi ? Hein ? Absolument n'importe quoi. » Billy hocha la tête, mais son regard resta fixé sur la table. Matt passa la journée sur le chantier de construction, mais son esprit revenait sans cesse à l'expression hantée de Billy. Ce soir-là, après le dîner, il trouva son fils dans le jardin, assis sur la balançoire, mais sans se balancer, juste en fixant le sol. « Papa !» La voix de Billy n'était qu'un murmure. « Oui, mon grand, tu dois vraiment aller à Cleveland. C'est juste pour quelques jours. Je serai de retour avant que tu t'en rendes compte. » Matt s'assit sur la balançoire à côté de lui. « Pourquoi ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Les jointures de Billy blanchirent autour de la chaîne. Pendant un long moment, le seul bruit fut le grincement des balançoires et le bourdonnement distant de la circulation. Puis Billy se tourna vers lui, les larmes aux yeux. « L'oncle Bradford vient dans ma chambre quand tu voyages. » Le monde sembla basculer, le cœur de Matt cognait contre ses côtes, sa bouche devint sèche. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » ?»« Mon grand, qu'est-ce qu'il fait ?» Les larmes de Billy coulèrent. « Il dit que c'est notre secret. Il dit que si je le dis, toi et maman m'enverrez ailleurs parce que je suis mauvais. » Les mots jaillirent en un flot, des années de peur et de honte portées dans chaque syllabe. Matt serra Billy dans ses bras, sentant son petit corps trembler de sanglots. Une rage blanche et à peine contenue le submergea, mais il força sa voix à rester calme. « Stable, Billy. Écoute-moi, tu n'es pas mauvais, tu n'as rien fait de mal. Rien, tu comprends ?» Billy hocha la tête contre sa poitrine. « Et je te promets, » dit Matt, la voix dure comme l'acier, « je te promets que ça s'arrête maintenant. » Cette nuit-là, après que Billy se fut enfin endormi, Matt resta assis près de son lit jusqu'à ce que la respiration du garçon se stabilise. Puis, il s'installa dans son bureau à domicile, la porte verrouillée, ses mains tremblaient tandis qu'il ouvrait son ordinateur portable. Il voulait se rendre immédiatement chez la mère de Bradford. Il le voulait. Non ! Il prit une respiration lente. S'il agissait sur une impulsion, sur la rage, Bradford pourrait échapper à de vraies conséquences. Matt avait passé 15 ans à concevoir des solutions pour des problèmes complexes. Cela exigeait la même approche méthodique, rassembler des preuves, construire un dossier inattaquable, exécuter avec précision. Il commença à chercher en ligne, apprenant sur les organisations qui aidaient les victimes d'abus, sur les procédures légales, sur ce qu'il devait faire pour protéger Billy. Plus il lisait, plus son chemin devenait clair. À 2 heures du matin, Hazel rentra de son rendez-vous tardif. Matt entendit ses talons sur le parquet.
l'entendit s'arrêter devant la porte de son bureau, puis continuer vers la chambre. Il fixa la porte, une réalisation froide l'envahissant. Combien de fois Bradford avait-il été ici? Comment Hazel n'avait-elle pas su? À moins qu'elle l'ait su? Cette pensée le rendit nauséeux. Il la repoussa, se força à se concentrer. Demain, il appellerait le docteur Summerlin, une psychologue pour enfants spécialisée dans les cas d'abus. Ses recherches l'avaient mené à elle. Il documenterait tout ce que Billy lui avait dit. Il construirait son dossier. Mais d'abord, il devait connaître l'ampleur totale de ce à quoi il faisait face. Matt sortit son téléphone et envoya un message à son meilleur ami, Hugh Kidd, un ancien marine qui dirigeait maintenant une entreprise de sécurité privée. Ils se connaissaient depuis l'université, avaient été témoins à leur mariage respectif, se faisaient confiance mutuellement pour leur vie, besoin de ton aide pour quelque chose. Peut pas expliquer par texte. Tu peux passer demain matin? La réponse de Hugh arriva 3 minutes plus tard. C'est le non. Je serai là. Le lendemain matin, Matt envoya Billy à l'école avec une étreinte extra longue et la promesse que tout irait bien. Quand Hugh arriva, Matt le conduisit dans le bureau et ferma la porte. Hugh était bâti comme un linebacker, avec des yeux gris perçants qui ne rataient rien. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Hugh. Matt lui raconta tout, sa voix ne se brisant qu'une fois. L'expression de Hugh passa de l'inquiétude à la fureur en 30 secondes. « J'ai besoin de caméras, » dit Matt. « Petites, cachées, de haute qualité. J'ai besoin de documenter ce qui se passe. J'ai besoin de preuves qui le mettront à l'ombre pour toujours. » Hugh hocha la tête lentement. « Je peux faire ça, mais Matt, tu dois impliquer la police. Si tu enregistres, je connais les lois, je le ferai correctement, mais j'ai besoin de le prendre sur le fait à la caméra avec des témoins. J'ai besoin que ce soit étanche. » Matt se pencha en avant. « Je voyage mercredi. Je vais faire croire à tout le monde que je pars pour Cleveland. Mais je ne vais nulle part. » La compréhension illumina le visage de Hugh. « Tu tends un piège? Il vient chez moi. Ma femme le laisse entrer. Il va dans la chambre de mon fils. » La voix de Matt était glaciale. « Je serai là à attendre. » Hugh l'étudia un long moment. « D'accord? J'en suis. Qu'est-ce qu'il te faut ?» Ils passèrent les 2 heures suivantes à planifier. Hugh installerait des micro-caméras dans la chambre de Billy, le couloir, le salon, toutes légalement défendables dans la propre maison de Matt. Matt porterait aussi une caméra corporelle. Tout serait diffusé en streaming sur un serveur sécurisé et le téléphone de Hugh, il serait garé plus bas dans la rue, prêt à appeler la police au moment où Bradford entrerait dans la maison. « Et ta femme ?» demanda Hugh avec prudence. La mâchoire de Matt se serra. « Je ne sais pas ce qu'elle sait, mais je vais le découvrir. » Cet après-midi-là, Matt rencontra le docteur Summerlin. Elle avait la quarantaine, des yeux bienveillants et un comportement calme qui le mit immédiatement à l'aise. Dans son bureau, entouré de dessins d'enfants et d'un éclairage doux, Matt expliqua la situation. « J'ai besoin que Billy soit évalué, » dit-il. « J'ai besoin d'une documentation professionnelle de ce qu'il a vécu. » Le docteur Lane hocha la tête. « Je peux faire ça, mais monsieur Caldwell, je suis une rapporteuse obligatoire. Si Billy me révèle des abus, je suis légalement tenu de contacter les services de protection de l'enfance et les forces de l'ordre. Je comprends? C'est ce que je veux. Je veux que ce soit officiel. Documenté, inattaquable. » Matt marqua une pause. « Mais j'ai besoin que vous attendiez jusqu'à jeudi. J'ai quelque chose de prévu pour mercredi soir. » L'expression du docteur Lane était conflictuelle. « Monsieur Caldwell, appelez-moi Matt. » Il croisa son regard. « Je sais que c'est inhabituel. Mais si j'ai raison, ma femme est complice. Si nous alertons les autorités trop tôt, elle pourrait avertir Bradford et il disparaîtrait. J'ai passé 2 jours à rechercher ça. Les prédateurs comme lui ont souvent plusieurs victimes. S'il s'enfuit, d'autres pourraient ne jamais obtenir justice. » Le docteur Lane resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête. « Je verrai Billy jeudi matin. Mais Matt, quoi que vous planifiez, soyez prudent. Ne faites rien qui pourrait compromettre l'affaire contre lui. Je ne le ferai pas. » Promit Matt. « Je vais m'assurer qu'il paie pour ce qu'il a fait. » Mardi soir, Matt agit normalement. Il fit sa valise, embrassa Hazel au revoir, dit à Billy qu'il lui ramènerait un souvenir de Cleveland. Mais quand Billy l'étreignit au coucher, s'accrochant à sa chemise, Matt murmura à son oreille « Tout ira bien, mon grand. L'oncle Bradford ne te fera plus jamais de mal. Je te le promets. » Billy recula, scrutant le visage de son père. « Vraiment, vraiment, mais j'ai besoin que tu sois courageux une dernière fois. Tu peux faire ça ?» Billy hocha la tête, et Matt vit quelque chose changer dans les yeux de son fils. De l'espoir, peut-être, ou de la confiance. Cela renforça encore plus sa détermination. Mercredi matin arriva.
Froid et gris, Matt chargea sa valise dans son camion à 6 heures, s'assurant que Hazel le voit partir. Il conduisit jusqu'à l'aéroport, se gara dans le parking longue durée et attendit à Setonville. Hugh vint le chercher dans une fourgonnette banalisée. « Tout est prêt », demanda Hugh. « Tout est prêt ». Ils retournèrent dans le quartier de Matt, se garant 3 pâtés de maison plus loin. À l'arrière de la fourgonnette, Hugh avait installé un système de surveillance complet, des moniteurs affichant les flux des caméras qu'il avait installées la veille pendant que Hazel était au travail et Billy à l'école. Les caméras étaient minuscules, de qualité professionnelle, invisibles sauf si on savait exactement où regarder. Matt fixa l'écran montrant la chambre de Billy. « Je devrais être là quand il rentre de l'école. »« Tu ne peux pas, » dit Hugh fermement. « Si Hazel te voit, tout s'effondre. Billy connaît le plan. »« Hein ?» Matt l'avait expliqué à Billy ce matin-là avant l'école, en le gardant simple. Papa serait à proximité, en train de surveiller, s'assurant qu'il était en sécurité. Billy n'avait qu'à aller dans sa chambre comme d'habitude. Et quand l'oncle Bradford viendrait, l'aide serait là. « Oui, il sait. » Matt consulta sa montre. L'école finissait à 15h15. Hazel le récupérait. Les mercredis, ils attendaient. Matt observa les moniteurs. Son anxiété montant, à 15h45, du mouvement sur la caméra du salon. Hazel et Billy entrant dans la maison. Billy semblait petit, effrayé. Mais il monta à l'étage dans sa chambre comme Matt le lui avait dit, à 16h30. Hazel passa un appel téléphonique. Matt ne pouvait pas entendre ce qu'elle disait, mais elle souriait. Riait, puis elle envoya un message à quelqu'un. 1 minute plus tard, son téléphone vibra avec une réponse. « Elle organise ça ?» dit Matt calmement. « Elle est vraiment en train d'organiser ça ?» La main de Hugh serra son épaule. On savait qu'elle pouvait être impliquée. Savoir et voir, c'est différent. La voix de Matt était creuse. La femme qu'il avait épousée, la mère de son enfant, organisée pour que son frère abuse de leur fils. La trahison le touchait plus profondément qu'il n'avait pu l'imaginer. À 18h, Hazel commanda une pizza pour le dîner. Matt observa Billy picorer sa nourriture, observa Hazel vérifier son téléphone à plusieurs reprises. Après le dîner, elle envoya Billy à l'étage pour se doucher et se préparer pour le coucher tôt. « Ça va se passer ce soir ?» dit Matt. Elle le prépare. Hugh vérifia son propre téléphone. « J'ai le détective Ernest Escobar en attente. Dès que Bradford entre dans la maison, je l'appelle. Il sera là en 5 minutes. » « Bien. » Matt enfila sa caméra corporelle cachée sous sa veste. « J'y vais. »« Matt, attends que Bradford. En fait, je ne vais pas attendre dans cette fourgonnette pendant que mon fils a peur dans cette maison. Je resterai caché. »« Mais j'y vais !» Hugh n'argumenta pas. Il connaissait Matt assez bien pour savoir quand insister était inutile. Porte arrière, à travers les bois derrière la propriété, il y a une fenêtre dans le grenier qui ne ferme pas correctement. Je peux entrer sans que personne le sache. À 19h30, Matt se déplaça dans les bois sombres derrière sa maison, son cœur battant. L'air de novembre était froid, mordant à travers sa veste. Il avait parcouru cette propriété 1000 fois avec Billy, jouant à cache-cache, construisant des forts. Maintenant, il utilisait cette connaissance pour entrer dans sa propre maison comme un voleur. La fenêtre du grenier céda avec un bruit minimal. Matt se hissa à travers, atterrissant doucement sur le sol poussiéreux. Le grenier était inachevé, rempli de boîtes de décoration de Noël et de vieux meubles. Mais dans le coin éloigné, caché derrière une pile de boîtes, se trouvait le panneau d'accès au couloir de l'étage. Matt se positionna là, observant à travers la fente étroite. Il pouvait voir la porte de la chambre de Billy de cet angle. En bas, il entendait Hazel se déplacer, le son de la télévision, des bruits normaux du soir qui semblaient obscènes compte tenu de ce qui allait se passer. Son téléphone vibra silencieusement. Un message de Hugh. « Bradford vient de se garer 2 pâtés de maison plus loin. Il marche vers ta maison. » La respiration de Matt se stabilisa. C'était le moment. Tout ce qu'il avait planifié, tout ce qu'il avait mis en place allait se dérouler. Il vérifia sa caméra corporelle une dernière fois, s'assura que le flux était diffusé sur le système de Hugh. Un autre message. « Il est à ta porte d'entrée ?» La sonnette retentit. Matt entendit les pas de Hazel, entendit la porte s'ouvrir. « Salut, Brad !» La voix de Hazel était joyeuse, chaleureuse. « Entrez !»« Salut, Frangine, comment ça va ?» La voix de Bradford fit frissonner Matt. « Bien, bien, Billy vient de sortir de la douche. Il sera tellement excité de te voir. » Ils rirent vraiment. Les poings de Matt se serrèrent. Il les entendit parler en bas, une conversation décontractée sur leur mère, sur la nouvelle opportunité de Bradford.
surtout sauf la raison horrible pour laquelle il était vraiment là. Matt jeta un œil à son téléphone. Hugh appelait la police maintenant, leur donnant l'adresse, leur disant de venir rapidement mais discrètement, puis des pas dans les escaliers, Bradford montant vers la chambre de Billy. Matt se déplaça vers le panneau d'accès. Prêt, il pouvait voir Bradford maintenant, marchant dans le couloir avec cette assurance décontractée, ce sourire d'oncle amical qui cachait tant de perversion. Bradford atteignit la porte de Billy, Matt atteignit le panneau, la main de Bradford toucha la poignée, Matt poussa le panneau ouvert et sauta dans le couloir, atterrissant silencieusement à 2 mètres derrière Bradford. Bradford tourna la poignée, commença à pousser la porte. « Bradford », dit Matt calmement. Bradford se figea, puis lentement, très lentement, se tourna, son visage pâlit, ses yeux s'écarquillèrent de choc et du début de la peur. « Matt, qu'est-ce que tu... » « Je pensais que tu étais à Cleveland. Je sais ce que tu as fait, » dit Matt, la voix mortellement calme. « Je sais ce que tu as fait à mon fils. » L'expression de Bradford changea, passant par le déni, puis le calcul. « Je ne sais pas ce que Billy t'a dit, mais les enfants ont une imagination débordante. » Né, Matt fit un pas en avant. « Ne t'avise pas de me mentir maintenant. »« Allô ?» appela Hazel d'en bas. « Brad, tout va bien ?» Bradford jeta un regard vers les escaliers, piégé entre Matt et la rambarde. « Matt, écoute, parlons-en. On a dépassé le stade des discussions. » Matt s'approcha. « Mais voilà ce qui va se passer. Tu vas rester exactement où tu es, parce que je ne suis pas le seul ici. » Les sourcils de Bradford se froncèrent de confusion, puis ses yeux s'écarquillèrent quand il l'entendit. Plusieurs pas sur le porche avant, le bruit de la porte s'ouvrant en bas. « Police !» On entre. La voix du détective Ernest Escobar résonna dans la maison. Le visage de Bradford passa du pâle au cendré. Il regarda Matt avec une horreur naissante. « Tu m'as piégé ?» murmura Bradford. « Non !» dit Matt froidement. « J'ai protégé mon fils. Il y a une différence. » L'heure suivante se déroula comme une performance soigneusement chorégraphiée. Le détective Escobar, un officier vétéran avec 20 ans dans le département, monta avec 2 autres agents. Matt s'était déplacé dans la chambre de Billy. Assis sur le lit avec son fils enveloppé dans ses bras, Escobar était un homme grand, aux cheveux grisonnants et aux yeux intelligents et perçants. Il écouta tandis que Matt expliquait tout. La révélation de Billy, la planification, les caméras installées par Hugh. « Vous avez enregistré votre propre maison ?» dit Escobar. « C'est légal et vous aviez un soupçon raisonnable qu'un crime allait être commis. J'ai des heures de footage des caméras des 2 derniers jours, » dit Matt. « Plus ma caméra corporelle de ce soir. » Tout est horodaté et sauvegardé sur des serveurs sécurisés. Escobar hocha la tête avec approbation. Intelligent. La plupart des gens dans votre situation l'auraient juste tabassé sans réfléchir. Je voulais le faire, admit Matt, la voix basse, mais ça n'aurait pas protégé Billy. Ça n'aurait pas assuré que Bradford parte pour toujours. En basse, il pouvait entendre la voix de Hazel monter en panique. Il doit y avoir une erreur. Bradford ne ferait jamais ça. C'est mon frère. Matt, dis-leur que c'est fou. Matt regarda Escobar. Ma femme savait. Elle a facilité ça. Elle a envoyé Billy à l'étage tôt, s'est assurée qu'il était prêt. Elle l'a laissé entrer. Nous devrons l'interroger séparément, dit Escobar. Mais monsieur Caldwell, je dois vous faire comprendre quelque chose. Ce que vous nous avez donné est bon, très bon. Mais nous aurons besoin que Billy fasse une révélation formelle à un intervieweur forensique. Et ça ne sera pas facile pour lui. Je sais, Matt serra Billy plus fort. Nous voyons le docteur Summerlin demain, c'est une psychologue pour enfants. Bien, nous travaillons avec elle régulièrement. Escobar s'y lève. Je vais faire emmener Bradford en garde à vue par des agents. Nous aurons besoin que vous et Billy veniez au poste. Probablement demain. Pour ce soir, y a-t-il un endroit où vous pouvez rester ? Un endroit où Billy se sentira en sécurité. Matt pensa à la maison de Hugh, puis secoua la tête. Mon père, il vit à 21 minutes. Billy adore son grand-père. Parfait. Prenez ce dont vous avez besoin. Et monsieur Caldwell, Escobar tendit la main, vous avez fait ce qu'il fallait. Il a fallu du courage pour gérer ça comme vous l'avez fait. Ils se serrèrent la main et Matt sentit un poids qu'il ne savait pas porter commencer à s'alléger. En bas, Bradford était emmené menotté, protestant encore son innocence. Hazel pleurait, son maquillage coulant sur son visage, tendant la main vers son frère. « Matt, tu ne peux pas les laisser faire ça. C'est la famille. » Matt apparut en haut des escaliers avec Billy dans les bras. Le visage de Hazel se transforma quand elle les vit. Culpabilité, peur et colère tout à la fois. « Tu savais ?» dit Matt calmement. « Tu savais ce qu'il faisait et tu l'as laissé entrer dans notre maison ?»
Tu l'as laissé près de notre fils. Je ne savais pas. Matt, je le jure, je ne savais pas. Menteuse. Le mot trancha ses protestations. Jeté sur caméra. Hazel, en train de l'appeler, de lui envoyer des messages, d'organiser ce soir. Tu savais exactement ce que tu faisais? Le visage de Hazel s'effondra. Pendant un instant, Matt faillit avoir pitié d'elle, puis il se souvint des larmes de Billy, de sa peur, et le moment passa. Madame Caldwell. Un autre agent s'approcha. Nous devons vous poser des questions au poste. Tandis qu'il l'emmenait, Hazel se tourna vers Matt une dernière fois. Ça va détruire notre famille? Non, dit Matt. Tu as détruit notre famille. Je m'assure juste que tu ne puisses plus blesser personne. Le père de Matt, Leslie Caldwell, les accueillit chez lui en banlieue. Il avait 72 ans, un professeur d'histoire à la retraite aux yeux bienveillants et au tempérament doux. Quand Matt l'avait appelé une heure plus tôt et avait tout expliqué, Leslie avait simplement dit « Amène Billy ici, je m'occuperai de vous deux, maintenant ». Alors que Billy s'endormait dans la chambre d'amis, épuisé par le traumatisme de la soirée, Matt s'assit à la table de la cuisine de son père et lui raconta toute l'histoire. Leslie écouta sans interrompre, son visage se durcissant à chaque détail. Quand Matt termina, son père resta silencieux un long moment. « Je n'ai jamais aimé Bradford », dit enfin Leslie. « Quelque chose en lui m'a toujours paru étrange, mais Hazel, il secoua la tête. Je ne peux pas imaginer comment une mère pourrait faire ça à son propre enfant. J'essaye toujours de comprendre. Admit Matt, c'était toujours là. Ai-je raté des signes? Ou a-t-elle juste craqué un jour? Est-ce que ça importe? Demanda Leslie doucement. Le pourquoi ne changera pas ce qui s'est passé. L'important, c'est que Billy est en sécurité maintenant et que ces monstres vont affronter les conséquences. Matt hocha la tête, mais quelque chose le tracassait encore. Papa, la façon dont Bradford se déplaçait dans ma maison ce soir, la façon dont Hazel agissait, ce n'était pas nouveau. Ça se passait depuis un moment, et je voyage 2 fois par mois. Combien de fois? Il ne put finir la phrase. Le calcul était trop horrible. Leslie tendit la main par-dessus la table, serrant celle de son fils. Tu ne peux pas te torturer avec ces questions. Tu as appris la vérité et tu as agi. C'est ce qui compte. Mais Matt ne pouvait pas lâcher prise. Quelque chose le rongeait. Quelque chose que Bradford avait dit dans ses premiers moments de confrontation. Les enfants ont une imagination débordante. La phrase impliquait que Bradford avait utilisé cette défense auparavant, qu'il pensait que ça marcherait. Matt sortit son téléphone et appela Hugh. « Comment ça s'est passé après mon départ ?» demanda Hugh. « Ils les ont arrêtés tous les deux. Nous sommes chez mon père. » Matt marqua une pause. « Hugh, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Peux-tu enquêter sur le passé de Bradford? Voir s'il y a eu des plaintes, des accusations, quoi que ce soit qui ait été rejeté ou étouffé? Tu penses qu'il y a d'autres victimes? Je pense que les prédateurs ne commencent pas soudainement. Je pense qu'il a fait ça avant. Je vais creuser. Promet Hugh. Repose-toi un peu. Mon frère, tu as eu une journée d'enfer. Après avoir raccroché, Matt vérifia une dernière fois sur Billy. Son fils était recroquevillé sous les couettes de son grand-père, dormant enfin paisiblement. Matt s'assit au bord du lit, le regardant respirer, et fit un vœu silencieux. Il ne se contenterait pas de voir Bradford et Hazel punis. Il s'assurerait que chaque personne que Bradford avait blessée obtienne justice. Le lendemain matin, Matt emmena Billy voir le docteur Summerlin. Le bureau de la psychologue semblait sûr, chaleureux, rempli de jouets et de livres conçus pour mettre les enfants à l'aise. Billy était nerveux au début, s'accrochant à la main de Matt, mais le docteur Lane était patiente et gentille. « Billy, ton papa m'a dit que tu étais très courageux, » dit-elle, assise en tailleur sur le sol avec lui. « Parfois, quand de mauvaises choses nous arrivent, ça aide d'en parler avec quelqu'un qui comprend. Ça te va si on discute un peu ?» Billy jeta un regard à Matt, qui hocha la tête pour l'encourager. « Ça aidera à attraper l'oncle Bradford. Ça aidera à s'assurer qu'il ne puisse plus te faire de mal ni à personne d'autre, » dit le docteur Lane. Cela sembla décider Billy. « D'accord. » Matt sortit dans la salle d'attente, le cœur serré. À travers la porte fermée, il pouvait entendre le murmure des voix, mais pas les mots. C'était l'histoire de Billy à raconter, son traumatisme à articuler. Tout ce que Matt pouvait faire était d'attendre et de faire confiance au docteur Lane pour gérer ça avec soin. 45 minutes plus tard, la porte s'ouvrit, Billy sortit, paraissant épuisé mais en quelque sorte plus léger, comme s'il avait posé un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Le docteur Lane lança un regard significatif à Matt. « Billy s'est très bien débrouillé. Il a été très courageux. Je vais rédiger mon évaluation et la transmettre au détective Escobar et au service de protection de l'enfance. Monsieur Caldwell,
Pourrais-je vous parler en privé un moment ?» Matt installa Billy dans la salle d'attente avec un livre de coloriage, puis suivit le Dr Lane dans son bureau. « C'est grave, comment ?» demanda-t-il. L'expression du Dr Lane était grave. Billy a révélé des abus systématiques sur environ 18 mois. Il présente des symptômes clairs de traumatisme, cauchemar, anxiété, comportement d'évitement, mais il est aussi remarquablement résilient, et je pense que c'est grâce à vous. Il se sent en sécurité avec vous? Il vous fait confiance? 18 mois, murmura Matt. Mon Dieu, il y a autre chose. Le docteur Lane hésita. Billy a mentionné que son oncle parlait parfois d'autres garçons. Il n'a jamais dit qui, mais il impliquait que Billy n'était pas le seul. Il disait que c'était spécial, que Billy devrait se sentir chanceux. Matt se sentit malade. Il y en a donc d'autres? C'est possible, je l'ai noté dans mon rapport. La police enquêtera. Tandis que Matt ramenait Billy chez son père, son téléphone sonna. « Hugh, j'ai trouvé quelque chose, » dit Hugh sans préambule. Il y a 3 ans, Bradford travaillait comme entraîneur de soccer dans une ligue pour jeunes. Il y a eu une plainte d'un parent concernant un comportement inapproprié avec l'un des garçons. La ligue a enquêté en interne, a trouvé des preuves insuffisantes et l'a laissé partir discrètement. Pas de rapport de police, pas de dossier public. Je l'ai trouvé seulement parce que je connais quelqu'un qui y travaillait. Qui était le garçon? La famille a déménagé hors de l'État avant que quoi que ce soit puisse être poursuivi. Mais Matt, il y a 5 ans, Bradford a fait du bénévolat dans un camp d'été. Une autre plainte? Même résultat, enquête interne. Licenciement discret. Pas de vraies conséquences. Il a un pattern. Les mains de Matt se serrèrent sur le volant. Combien d'enfants? Hugh. Combien en a-t-il blessé? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. Et je pense que tu devrais dire au détective Escobar ce qu'on apprend. Cet après-midi-là, Matt rencontra Escobar au poste de police. Il apporta des impressions de tout ce que Hugh avait découvert, ainsi que les coordonnées des organisations où Bradford avait été licencié. Escobar étudia les documents, son expression s'assombrissant. « Ce fils de pute fait ça depuis des années, et personne ne l'a arrêté, » dit Matt. Parce que personne ne voulait le scandale, c'était plus facile de le laisser partir vers le prochain endroit. La prochaine victime, ça change maintenant, dit Escobar fermement. Nous allons traquer chaque plainte, chaque incident. Nous allons trouver ces autres victimes et leur donner une chance de se manifester. Bradford Duffy a fini de se cacher. Et Hazel? Demanda Matt. Elle est accusée en tant que complice. Nous avons des preuves qu'elle a sciemment facilité l'accès à un mineur pour abus sexuels, mais je vais être honnête avec vous. Prouver ce qu'elle savait par rapport à ce qu'elle suspectait est délicat. Un bon avocat de la défense pourrait faire réduire ses charges. Ce n'est pas assez, dit Matt, la voix dure. Elle ne suspectait pas seulement. Elle savait, et elle n'a pas seulement échoué à protéger Billy. Elle l'a activement aidé. Je comprends votre colère. Mais le système légal était la raison pour laquelle Bradford a pu faire ça pendant des années, interrompit Matt. Des organisations l'ont protégé. Des parents ont été payés ou convaincus d'abandonner les plaintes. Le système a échoué à chaque victime. Escobar resta silencieux un moment. Vous n'avez pas tort, mais qu'est-ce que vous suggérez? Matt se pencha en avant. Je veux chaque victime. Je veux chaque famille qui a été réduite au silence. Je veux qu'elles sachent qu'elles peuvent se manifester maintenant, qu'elles seront crues, qu'il y a enfin une chance pour une vraie justice. Et je veux que Hazel affronte chacune d'elles et voie ce que sa protection de Bradford a coûté. Un lent sourire traversa le visage d'Escobar. Vous voulez construire un dossier si accablant qu'aucun avocat de la défense ne pourra négocier un accord. Exactement. Ça va prendre du temps. Des victimes dispersées dans différents états, certaines qui pourraient de ne pas vouloir revivre leur traumatisme. Alors aidez-moi à les trouver, dit Matt. Utilisez vos ressources. Vos contacts, j'utiliserai les miens. Entre les compétences d'enquête de Hugh et vos canaux officiels, nous pouvons localiser ces familles. Escobar l'étudia un long moment. Vous savez, la plupart des gens dans votre situation se contenteraient de voir leur propre agresseur enfermé. Ils voudraient passer à autre chose. Protéger leur enfant d'un traumatisme supplémentaire. Billy ne pourra jamais vraiment passer à autre chose s'il sait que son agresseur s'en est tiré avec une peine légère, ou s'il y a d'autres enfants qui souffrent encore parce que nous n'avons pas fait assez pour arrêter Bradford complètement. Matt croisa le regard du détective. « Je veux que mon fils voie que quand quelqu'un fait quelque chose d'aussi mal, il y a de vraies conséquences. Pas juste une tape sur les doigts et un règlement discret. »« D'accord » dit Escobar, prenant une décision. « J'en suis. Détruisons la vie de ce salaud comme il a détruit celle de ses enfants. »
Au cours des 2 semaines suivantes, Matt devint un homme obsédé. Il engagea un détective privé pour travailler aux côtés de Hugh. Ils traquèrent chaque endroit où Bradford avait travaillé ou fait du bénévolat au cours des 15 dernières années. Ils trouvèrent un pattern inquiétant. Bradford ciblait des organisations qui travaillaient avec des enfants vulnérables, programmes pour jeunes en ville, camps pour familles à faible revenu, programmes après l'école dans des quartiers en difficulté. Il s'attaquait à des enfants dont les parents pourraient ne pas avoir les ressources ou les connaissances pour riposter, mais ces parents avaient une chose que Bradford n'avait pas prévue. Ils voulaient la justice. La première famille que Matt contacta fut les Reynolds. Billy Reynolds, senior, et sa femme avaient déposé une plainte quand Bradford était entraîneur de soccer. Leur fils, Billy Jr., avait maintenant 12 ans et luttait encore avec ce qui s'était passé. Matt conduisit 4 heures pour les rencontrer en personne. Assis dans leur salon modeste, il leur parla de son propre fils, de l'arrestation, de la chance de enfin tenir Bradford responsable. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas assez de preuves, dit Billy Senior, la voix amère. Ils nous ont fait sentir comme des fauteurs de troubles pour avoir même posé des questions. « Je vous crois », dit simplement Matt, « et je crois votre fils. S'il est prêt à parler à la police, à témoigner, nous pouvons nous assurer que Bradford ne blesse plus jamais un enfant. » Madame Reynolds essuya des larmes de ses yeux. « Ça fera vraiment une différence. Ou ils le laisseront plaider pour quelque chose de mineur. Pas si nous avons plusieurs victimes de plusieurs incidents sur des années. Ça montre un pattern qui rend impossible pour un jury de le voir comme un malentendu ou une erreur unique. » Matt se pencha en avant. « Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Mais je peux promettre que si vous m'aidez, je me battrai avec tout ce que j'ai pour aller jusqu'au bout. » Les Reynolds se regardèrent, ayant une conversation silencieuse que seuls les couples mariés peuvent avoir. Puis Billy Senior hocha la tête. « Nous en sommes. À la fin du mois, Matt avait trouvé 6 familles. 6 garçons âgés de 9 à 15 ans maintenant, qui avaient été victimisés par Bradford, 6 familles qui avaient été réduites au silence, rejetées ou payées pour partir discrètement. Et toutes les 6 étaient prêtes à parler. Le détective Escobar coordonna avec les forces de l'ordre dans d'autres juridictions. Construisant un dossier multi-État, chaque histoire de famille fut documentée, chaque garçon interviewé par des spécialistes forensiques. Les preuves s'accumulaient comme des briques dans un mur, solides et irréfutables. Mais Matt n'avait pas fini. Il y avait encore Hazel. Sa bientôt ex-femme avait été libérée sous caution, restant chez sa mère. Son avocat arguait qu'elle était aussi une victime. Manipulée par son frère, ignorant l'étendue complète de ses crimes, cela faisait bouillir le sang de Matt. Il rencontra la procureure, une femme aux yeux perçants nommée Charity Trevino, qui avait la réputation d'être implacable dans les affaires impliquant des enfants. « J'ai besoin que vous compreniez quelque chose », dit Matt à Charity. Hazel n'était pas une spectatrice passive. Elle a activement créé des opportunités pour que Bradford soit seul avec notre fils. J'ai des messages entre eux, coordonnant les moments où je serai en voyage. Je l'ai sur caméra en train de le laisser entrer dans notre maison. En voyant Billy à l'étage tôt, elle savait. Charity examina les preuves que Matt avait compilées. C'est accablant, mais son avocat arguera qu'elle était dans le déni, qu'elle ne pouvait pas affronter la vérité sur son frère. Alors enlevons-lui cette défense. Matt sortit un autre dossier. J'ai engagé un expert comptable forensique. Bradford est au chômage depuis 3 mois, mais il payait son loyer, achetait des électroniques coûteux, a même fait un voyage à Vegas le mois dernier. L'argent venait de Hazel. Elle le soutenait financièrement, donc elle avait un motif pour le protéger. Elle ne voulait pas croire que son investissement soutenait un prédateur. Plus que ça, si nous pouvons montrer qu'elle savait ce qu'il faisait et lui donner quand même de l'argent, lui donner accès à notre maison, ça montre un choix délibéré. Ce n'est pas du déni, c'est de la complicité. Charity sourit sombrement. Vous auriez dû être avocat, Monsieur Caldwell. Je suis juste un père qui veut la justice pour son fils. Eh bien, vous l'obtenez. Avec les preuves que vous avez fournies, je vais recommander au procureur de district d'aggraver les charges contre Hazel. Nous parlons de multiples chefs d'accusation pour mise en danger d'enfants, d'être complice d'agression sexuelle, d'obstruction à la justice pour avoir aidé Bradford à éviter les plaintes précédentes. Elle risque une longue peine de prison. Matt ressentit une sombre satisfaction. Bien, il y a une chose de plus. Charity ajouta « Nous allons offrir un accord de plaidoyer à Bradford. » Quoi ? Non. Attendez, écoutez-moi. Nous lui offrons 15 ans s'il plaide coupable à toutes les charges et fournit des informations sur d'autres victimes que nous n'avons pas trouvées. S'il refuse et que nous allons au procès, il risque au minimum 40 ans avec les preuves que nous avons de 7 victimes.
peut-être plus si d'autres se manifestent pendant le procès. Matt réfléchit. Donc, dans tous les cas, il part pour longtemps. Dans tous les cas, il part pour toujours. Il sera un délinquant sexuel enregistré, interdit d'approcher des enfants, probablement placé en détention protectrice parce que même les criminels détestent les abuseurs d'enfants. Sa vie est finie. Et Hazel, on lui offre quelque chose? Charity secoua la tête. Pas question, elle va au procès. Et chaque famille que vous avez trouvée, elles vont témoigner sur comment le pattern d'abus de Bradford a été permis par des gens comme elle, des gens qui savaient ou auraient dû savoir et n'ont rien fait. Elle va entendre chaque détail de ce que son frère a fait et ce que son silence a coûté. Matt hocha lentement la tête. C'était ce qu'il voulait. Pas juste une punition, mais un règlement de compte, un moment où Hazel devrait affronter le poids total de ses choix. L'audience préliminaire eut lieu 6 semaines après l'arrestation de Bradford. La salle d'audience était bondée. Les 6 familles que Matt avait trouvées, des défenseurs d'enfants, des membres de la presse, qui avaient eu vent de l'affaire multivictime. Matt s'assit au premier rang avec Billy à ses côtés et son père de l'autre. Bradford fut amené en combinaison orange, les mains menottées. Il paraissait maigre, diminué, rien à voir avec l'homme confiant qui était entré dans la maison de Matt cette nuit-là. Ses yeux balayèrent la salle et s'écarquillèrent quand il vit le nombre de personnes présentes. Hazel était assise de l'autre côté, son avocat lui murmurant urgemment à l'oreille. Elle avait perdu du poids, ses vêtements chers, maintenant flottants. Sa mère était assise derrière elle, paraissant fragile et confuse. Le juge Jared Howell, un homme austère dans la soixantaine connu pour des sentences sévères dans les cas d'abus, appela la cour à l'ordre. La procureure exposa les charges, 7 chefs d'accusation pour agression sexuelle sur mineurs, chacun portant une peine minimale de 10 à 15 ans, des charges supplémentaires pour grooming, exploitation et voyage inter-États à des fins illégales, puis ce fut le tour de la défense. L'avocat de Bradford, un homme lisse nommé Tad Barber, se leva et commença son argument. « Votre honneur, mon client maintient son innocence. Ces allégations sont « Maître », interrompit le juge Howell, « j'ai examiné les preuves soumises, footage vidéo, témoignages de multiples victimes, évaluation psychologique et forensique, communication numérique. Allez-vous sérieusement prétendre que votre client est innocent ?» Barber hésita. « Votre honneur, nous croyons qu'il y a des malentendus, peut-être des exagérations par 7 enfants différents de 6 familles différentes sur 5 ans. » La voix du juge était glaciale. « Maître Barber, je vous suggère d'avoir une conversation sérieuse avec votre client sur l'offre de plaidoyer sur la table parce que si ça va au procès et qu'il est condamné sur tous les chefs, il mourra en prison. » Le visage de Bradford pâlit. Il se pencha vers son avocat, murmurant frénétiquement. Le juge tourna son attention vers l'affaire de Hazel. Son avocate, une femme nommée Alyssa Riley, argua que Hazel était une victime de la manipulation de son frère, qu'elle avait été dans le déni sur sa vraie nature. Matt observa Charity Trevino se lever pour répondre, et il ressentit une satisfaction féroce. « Votre honneur, l'État a des preuves que Madame Caldwell non seulement savait des abus de son frère, mais les a activement facilités. Elle coordonnait les moments où son mari était absent, fournissait un soutien financier à son frère et créait délibérément des opportunités pour qu'il soit seul avec son propre enfant. Ce n'est pas du déni, c'est une participation active à un pattern d'abus. » Charity présenta les messages textes, les relevés financiers, le footage vidéo de Hazel envoyant Billy à l'étage tôt. Elle présenta le témoignage du docteur Summerlane sur l'impact psychologique sur Billy, notant que l'enfant avait explicitement dit que sa mère lui avait dit « L'oncle Bradford aime juste passer du temps avec toi ». Quand Billy avait essayé de lui dire qu'il ne voulait pas être seul avec Bradford, Hazel se mit à pleurer. Ses épaules tremblant, sa mère tendit la main en avant, serrant son épaule. Mais le juge Howell resta impassible. « Madame Caldwell, je refuse la caution. Vous resterez en détention jusqu'au procès. Et mademoiselle Riley, je vous suggère fortement de préparer votre cliente à la possibilité très réelle d'une longue peine de prison. » Tandis que les adjoints emmenaient Bradford et Hazel, Matt sentit la main de Billy glisser dans la sienne. « C'est fini, papa, » murmura Billy. « Pas encore, mon grand, mais on y arrive. » Bradford accepta l'accord de plaidoyer face à 7 victimes prêtes à témoigner, des preuves forensiques et un juge qui voulait clairement lui lancer le livre à la figure. Il plaida coupable à toutes les charges en échange de 25 ans sans possibilité de libération conditionnelle avant 18 ans service. Il serait dans la cinquantaine à sa sortie, un délinquant sexuel enregistré interdit d'approcher des enfants, mais Hazel refusa de plaider.
Son avocate l'a convaincu qu'un jury pourrait être sympathique à une mère trompée par son frère. Matt savait que non. Charity Trevino allait anéantir cette défense. Le procès commença par un matin froid de janvier. 3 mois après l'arrestation, la stratégie de l'accusation était méthodique et brutale. Ils appelèrent d'abord le docteur Summerlin, qui témoigna sur le traumatisme de Billy, la cohérence de sa révélation et les signes révélateurs d'abus prolongés. Elle expliqua comment les enfants, dans la situation de Billy, essaient souvent de dire à des adultes de confiance mais sont rejetés ou non crus, et comment, dans ce cas, la propre mère de Billy l'avait activement découragé de parler. Puis vinrent les autres familles, une par une. 6 parents prirent la barre et décrivirent comment Bradford avait ciblé leur fils, comment des plaintes avaient été déposées et rejetées, comment on leur avait fait sentir qu'ils surréagissaient, et dans 3 de ces cas, quelqu'un de l'organisation où travaillait Bradford avait appelé Hazel, son contact d'urgence, pour l'informer de la plainte. Elle savait depuis des années que des accusations suivaient son frère, et elle n'avait rien fait. L'impact sur le jury était visible. Plusieurs jurés essuyèrent leurs yeux pendant les témoignages, d'autres fixèrent Hazel avec un dégoût à peine dissimulé. Puis vinrent les preuves numériques. Charity présenta des messages textes entre Hazel et Bradford, coordonnant les visites, des messages où Bradford remerciait Hazel pour sa compréhension et où Hazel répondait « Sois juste prudent », des messages sur l'argent que Hazel lui avait envoyé, des messages qui rendaient impossible de prétendre qu'elle ne savait pas ce qu'elle permettait. La défense essaya de peindre Hazel comme une sœur déchirée entre loyauté et soupçon, une femme qui ne pouvait affronter la vérité sur son frère, mais quand Hazel prit la barre pour sa propre défense, Charity la démolit. « Madame Caldwell, vous avez témoigné que vous ne saviez pas ce que votre frère faisait à votre fils. Est-ce correct ? » ?»« Oui. Je ne pouvais pas imaginer qu'il ferait quelque chose comme ça. Pourtant, vous avez reçu 3 appels sur une période de 5 ans d'organisation où votre frère travaillait, vous informant de plaintes pour comportements inappropriés avec des enfants. Est-ce correct ? C'était juste des malentendus. Des malentendus. 3 organisations différentes, 3 garçons différents, tous décrivant un comportement inapproprié similaire, et vous pensiez que c'était tous des malentendus. Bradford a expliqué que les gens surréagissaient, qu'il était juste amical. Donc, vous avez cru votre frère plutôt que 3 familles différentes qui avaient été des préoccupations pour la sécurité de leurs enfants. La composure de Hazel craqua. « C'est mon frère. Je le connais depuis toute sa vie. Je ne pouvais pas croire qu'il... » Vous ne pouviez pas le croire ou vous ne vouliez pas le croire. La voix de Charity était implacable. Parce qu'il y a une différence entre être trompé et choisir d'ignorer la vérité parce que c'est inconfortable. Je ne dis... Ce n'est pas juste. Ce qui n'est pas juste, c'est que 7 enfants ont été abusés par votre frère. Ce qui n'est pas juste, c'est que vous avez envoyé votre propre fils à l'étage tôt la nuit où mon bureau a arrêté Bradford, en vous assurant qu'il était prêt et en attente. Ce qui n'est pas juste, c'est que vous avez pris de l'argent du compte joint de votre famille, de l'argent gagné par votre mari, et l'avez donné à un homme que vous saviez accusé plusieurs fois de comportements inappropriés avec des enfants. Charity leva les relevés financiers. Vous avez payé le loyer de Bradford pendant 3 mois. Vous lui avez acheté des courses, payé sa facture de téléphone. Vous l'avez soutenu financièrement pendant qu'il était au chômage. Que faisait-il avec tout ce temps libre ? Madame Caldwell, le visage de Hazel s'effondra. Je ne savais pas. Vous ne saviez pas ou vous ne vouliez pas savoir parce que votre fils a essayé de vous le dire. Il a dit que les visites de l'oncle Bradford le mettaient mal à l'aise. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Silence. Madame Caldwell, répondez à la question. Qu'est-ce que vous avez dit à votre fils de 7 ans quand il a dit qu'il ne voulait pas être seul avec son oncle ? Je lui ai dit de ne pas être impoli, que Bradford était de la famille et qu'il devrait être plus gentil. Quelqu'un dans la galerie halta. Matt sentit la main de son père sur son épaule, le stabilisant. Vous avez dit à votre enfant d'être plus gentil avec l'homme qui l'abusait, dit Charity calmement, laissant les mots planer dans l'air. Plus de questions ? La défense essaya de se remettre, peignant Hazel comme une femme en crise, souffrant de dépression, manipulée par un frère prédateur, mais le dommage était fait. Le jury l'avait vue pour ce qu'elle était, une femme qui avait priorisé la convenance de son frère sur la sécurité de son propre enfant. Les plaidoiries finales furent dévastatrices. Charity se tint devant le jury et parla avec une fureur calme. « Cette affaire est une question de choix. Bradford Duffy a choisi de s'attaquer à des enfants vulnérables. C'est un choix, mais Hazel Caldwell a aussi fait des choix. Elle a choisi d'ignorer 3 plaintes séparées sur son frère.
Elle a choisi de le soutenir financièrement quand il n'avait pas de travail et de multiples accusations de comportement inapproprié. Elle a choisi de faciliter son accès à son propre fils, malgré des signes d'alarme clairs. Elle a choisi de faire taire son enfant quand il a essayé de lui dire que quelque chose n'allait pas. Chacun de ses choix était un choix, et chacun de ces choix a permis à Bradford de continuer à blesser des enfants. Selon la loi, cela fait d'elle une complice. Selon n'importe quel code moral, cela fait d'elle une complice. Je vous demande de la tenir responsable de ses choix. Le jury délibéra pendant 4 heures. Quand ils revinrent, leur visage était sombre. Coupable sur tous les chefs, Hazel s'effondra sur son siège. Sanglotant, sa mère cria depuis la galerie. Mais Matt ne ressentit qu'une satisfaction froide. C'était la justice. Pas parfaite, pas assez pour annuler le mal, mais réelle et tangible et finale. La sentence vint 2 semaines plus tard. Le juge Howell s'adressa directement à Hazel. « Madame Caldwell, j'ai présidé de nombreuses affaires difficiles dans ma carrière, mais peu m'ont autant perturbé que celle-ci. Vous étiez en position de protéger votre enfant, un devoir sacré de tout parent. Au lieu de cela, vous êtes devenue une participante active à sa victimisation. Vous avez priorisé votre relation avec votre frère sur la sécurité de votre fils. Vous avez fait taire votre enfant quand il a essayé de demander de l'aide. Le dommage que vous avez causé est incommensurable. Il la condamna à 12 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 8 ans, ainsi qu'une ordonnance de restriction permanente l'empêchant de contacter Billy et l'obligation de s'enregistrer comme délinquante pour abus sur enfant à sa sortie. Tandis que les adjoints l'emmenaient, Hazel se tourna vers Matt une dernière fois. Son visage était creux, détruit. Matt la fixa en retour, impassible. Elle voulait le pardon, ou peut-être juste une reconnaissance de sa souffrance. Il ne lui donna rien. Dehors, sur les marches du tribunal, plusieurs des familles dont les enfants avaient été victimisés se rassemblèrent autour de Matt. Billy Reynolds Sr. lui serra fermement la main. « Merci », dit-il simplement, « de ne pas avoir abandonné, d'avoir fait en sorte que tout le monde sache que ce n'était pas juste un incident isolé. Merci de m'avoir fait confiance », répondit Matt, « d'avoir été prêt à faire traverser ça à votre famille. » Madame Reynolds l'étreignit. « Notre Billy dort enfin toute la nuit. Il dit que c'est parce qu'il sait que le mauvais homme ne peut plus blesser personne. C'est grâce à vous ?» Matt sentit l'émotion lui serrer la gorge. C'était pour ça qu'il avait lutté si dur, pas juste pour son propre fils, mais pour eux tous. Chaque enfant qui avait été blessé, chaque famille qui avait été réduite au silence. Le détective Escobar s'approcha tandis que les autres familles se dispersaient. « Vous avez bien fait ?» Caldwell, vraiment bien. La plupart des gens se seraient contentés de voir leur propre agresseur enfermé. Vous avez fait en sorte qu'il ne puisse pas se cacher derrière des incidents isolés. Et elle a dit, j'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire il y a des années, dit Matt. Mais personne ne l'a fait. C'est le point. Escobar lui tapa sur l'épaule. Vous avez changé ça? Et vous savez quoi? Depuis que cette affaire a fait les nouvelles, nous avons reçu 3 appels de plus. 3 autres victimes potentielles d'autres États il y a des années qui ont vu la couverture médiatique et se sentent enfin en sécurité pour se manifester, même de prison. Vous protégez encore des enfants? Matt hocha la tête, sentant le poids de cette responsabilité et la fierté de l'avoir bien portée. Les mois qui suivirent furent consacrés à la guérison. Matt vendit la maison. Ni lui ni Billy ne pouvaient te supporter d'y vivre plus longtemps. Et il en acheta une plus petite plus près de son père. Il prit un nouveau poste dans sa firme, un qui exigeait un minimum de voyage et lui permettait d'être à la maison chaque soir pour le dîner. Billy commença à voir le Dr Lane 2 fois par semaine. Les cauchemars diminuèrent progressivement, la peur dans ses yeux s'estompa. Lentement, prudemment, il recommença à être un enfant, jouant avec des amis, riant aux blagues, montrant à Matt ses dessins de l'école. Un samedi matin, 6 mois après le procès, Matt observa Billy jouer au soccer au parc. Son fils courait avec les autres enfants, le visage rougi par l'effort et la joie. C'était la première fois que Billy acceptait de rejoindre une équipe, et Matt avait soigneusement vérifié chaque entraîneur, chaque bénévole, s'assurant que son fils serait en sécurité. U le rejoignit sur la touche, 2 cafés à la main. Il se débrouille super bien. « Oui » acquiesça Matt, acceptant le café. « Il va bien? Nous allons bien tous les deux. » Tu as entendu que Bradford a été transféré en sécurité maximale. Il s'avère que même en prison, les abuseurs d'enfants ne sont pas populaires. Il est en détention protectrice maintenant, 23 heures par jour dans une cellule. Il vit le rêve. Matt ressentit une sombre satisfaction. Et Hazel, en établissement pour femmes à sécurité minimale dans le nord de l'État, selon mon contact là-bas, elle reste dans son coin.
Les autres détenus savent ce qu'elle a fait, elle ne l'embête pas, mais elle ne l'accueille pas non plus. Le bruit court qu'elle purgera les 12 ans en complet. Le comité de libération conditionnelle n'est pas susceptible d'être sympathique à quelqu'un condamné pour avoir permis des abus sur enfants. Bien, Matt sirota son café. Tu sais ce qui est si bizarre? Je ne la hais même plus. Au début, si... Mais maintenant, je ressens juste... rien. Elle n'est rien pour moi. Une étrangère qui a fait des choix terribles et qui les paie. C'est probablement sain. Observa Hugh. La haine prend de l'énergie. Mieux vaut mettre cette énergie dans Billy. Ils regardèrent le match en silence confortable. Billy marqua un but et regarda immédiatement vers la touche, son visage s'illuminant quand il vit Matt l'acclamer. « Hé, papa !» cria Billy. « Tu as vu? Et j'ai vu. Super boulot, mon grand. » Plus tard ce soir-là, alors que Matt bordait Billy au lit, son fils le regarda avec des yeux sérieux. « Papa, je peux te demander quelque chose? »« Toujours. Es-tu heureux? Je veux dire... » Vraiment heureux, Matt réfléchit à la question. Son mariage s'était terminé dans la trahison. Il avait découvert que sa femme avait aidé un prédateur à abuser de leur fils. Il avait passé des mois à construire un dossier, à témoigner, à revivre le traumatisme. Par n'importe quelle mesure, l'année passée avait été un enfer. Mais il regarda Billy, en sécurité, en guérison, recommençant à sourire. Il pensa aux autres familles. Aux autres enfants qui guérissaient aussi parce qu'il avait refusé de laisser Bradford se cacher, il pensa aux nouveaux appels encore arrivant de victimes trouvant leur voie. « Oui, mon grand, je le suis. Et toi ?» Billy y réfléchit. « Je pense que oui. Je veux dire, parfois j'ai encore des mauvais rêves, et parfois maman me manque. Même si je sais que ce qu'elle a fait était mal, mais la plupart du temps, je suis juste content que ce soit fini. Et je suis content d'avoir toi et grand-papa. Tu nous auras toujours... » promit Matt. « Toujours. Je sais. Billy bâilla. Papa, tu es un peu un super-héros. Tu sais ça ?» Matt rit doucement. « Je ne suis pas un super-héros, Billy. Je suis juste ton papa. C'est la même chose. » marmonna Billy, déjà à moitié endormi. Tandis que Matt quittait la chambre, il s'arrêta dans l'encadrement de la porte. Son fils avait raison d'une certaine façon. Il n'était pas un super-héros. Il était juste un père qui avait refusé de laisser le mal gagner, qui avait lutté avec tout ce qu'il avait pour protéger son enfant et d'autres, comme lui, et à la fin, ça avait suffi. 3 ans plus tard, Matt se tenait dans un centre communautaire, s'adressant à une salle pleine de parents. Il était devenu un défenseur, travaillant avec des organisations qui formèrent les adultes à reconnaître les signes d'abus, qui enseignaient aux enfants l'autonomie corporelle et les adultes sûrs à qui parler. Il parlait dans les écoles, les centres communautaires, partout où on l'écoutait. Ce qu'il y a avec les prédateurs, dit-il au public, c'est qu'ils comptent sur notre silence. Ils comptent sur les organisations protégeant leur réputation, ils comptent sur les familles étant trop honteuses ou effrayées pour parler. Ils comptent sur les victimes étant trop jeunes ou trop traumatisées pour être crues. Mais quand nous refusons d'être silencieux, quand nous nous unissons et exigeons la responsabilité, ils ne peuvent plus se cacher. Après la présentation, une femme s'approcha de lui avec hésitation. « Monsieur Caldwell ? Je pense que quelque chose pourrait se passer avec ma fille. Elle ne veut plus aller chez son oncle, et elle fait des cauchemars, et je ne sais pas si je surréagis, mais... » « Vous ne surréagissez pas, dit Matt fermement. « Dites-moi tout. » Et il écouta, parce que c'est ce que quelqu'un aurait dû faire des années plus tôt pour toutes ces autres familles. Parce que ça aurait sauvé Billy de mois de traumatisme. Parce que c'est ce qu'il pouvait faire maintenant pour empêcher un autre enfant de souffrir. La femme partit avec des ressources, des numéros de téléphone, un plan d'action clair. Matt la regarda s'en aller, sentant ce sentiment familier de but. Son téléphone vibra, un message de Billy, maintenant âgé de 10 ans. « N'oublie pas qu'on a ma pièce d'école ce soir. » Tugurd. Matt sourit et répondit « Je ne le manquerai pour rien au monde. » Il avait reçu une seconde chance d'être le père que Billy méritait, de protéger d'autres enfants, de transformer son pire cauchemar en quelque chose de significatif. Il n'allait pas la gaspiller. Tandis qu'il rentrait chez lui dans la circulation du soir, Matt pensa à tout le chemin parcouru. Bradford purgeait sa peine, serait derrière les barreaux jusqu'à ce que Billy soit adulte. Hazel avait purgé 8 ans et avait été libérée sur parole. Mais l'ordonnance de restriction restait, elle avait déménagé dans un autre état, commencé à utiliser son nom de jeune fille, essayant de reconstruire une vie tout en portant la tâche permanente de sa condamnation. Et Billy s'épanouissait, élève au tableau d'honneur, milieu de terrain titulaire dans son équipe de soccer.
Un enfant heureux avec de bons amis et de grands rêves, le traumatisme ferait toujours partie de son histoire. Mais il ne le définirait pas. Ils étaient à tous les deux plus que ce qui leur était arrivé. Matt se gara dans l'allée de leur maison, pas la maison où le cauchemar s'était déroulé, mais leur vraie maison, remplie de lumière, de rires et de guérison. À travers la fenêtre, il pouvait voir son père aider Billy avec son costume pour la pièce, tous les deux riant à quelque chose. C'était la victoire, pas les arrestations ou les condamnations ou les sentences. Bien que ça comptait, la vraie victoire était ça, le rire de Billy, son innocence lentement reconquise, sa confiance dans le monde progressivement restaurée. La vraie victoire était chaque nuit où Billy s'endormait en sécurité, et chaque matin où il se réveillait aimé. Matt avait affronté la pire chose qu'un parent puisse découvrir, et il avait riposté avec tout ce qu'il avait. Il avait transformé la douleur en but, le traumatisme en plaidoyer. Il avait fait en sorte que son fils et 6 autres garçons sachent que la justice était possible, que les adultes pouvaient être dignes de confiance pour les protéger, que par les compter, il avait gagné, pas parfaitement, pas sans cicatrice, mais définitivement, et il passerait le reste de sa vie à s'assurer que cette victoire signifie quelque chose pour Billy, pour chaque enfant qui se manifesterait, pour chaque famille qui refuserait de rester silencieuse. Tandis que Matt entrait dans sa maison et que Billy courait pour l'étreindre, bavardant avec excitation sur la pièce d'école, il ressentit une paix qu'il pensait ne plus jamais ressentir. Ils avaient survécu, ils avaient guéri, ils avaient gagné, et c'était tout. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez vous abonner à cette chaîne.